Bonjour, nous sommes avec Damien Régnard à son QG de campagne et son équipe de support dans le Maryland et dans le Texas pour discuter de son engagement vis-à-vis de l'enseignement. Damien, pourquoi cet engagement aussi central à ta campagne ? Parce qu'avec l'éloignement, on se rend compte de la richesse de notre héritage et de notre langue, parce qu'on veut le transmettre aussi à nos enfants, parce qu'on veut témoigner à travers notre connaissance de cette culture et de cette langue française avec nos amis américains, les enrichir, échanger avec eux et les intéresser. Damien, pourquoi as-tu lancé une pétition l'été dernier ? Eh bien écoute, parce qu'il y a eu un phénomène assez sérieux et préoccupant où le gouvernement mis en place a changé les règles du jeu en cours de route en éliminant les procédures de prise en charge, et non pas de gratuité, mais de prise en charge des frais de scolarité qui avaient été mis en place. Ce changement a été fait le 15 juillet, alors que les familles étaient en vacances, qu'ils avaient déjà préinscrit leurs enfants depuis le mois de mars dans ces établissements. On a donc pris en otage les familles, ne leur laissant aucune possibilité de se retourner. On a mis les chefs d'établissement dans une difficulté financière, de gestion importante, puisqu'ils ont dû toucher sur leurs réserves directes pour soutenir les familles. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un manque de respect des Français de l'étranger. Cette pétition a rencontré un grand succès, puisque plusieurs milliers de familles ont signé dans 56 pays. Et cette pétition a été distribuée à tous les membres du gouvernement impliqués directement derrière cette décision. Bien. Quels sont les choix qui s'offrent à une famille qui s'installe en Amérique du Nord ou au Canada, Amérique du Nord ? Les choix sont différents en fonction des lieux de résidence d'une part, et d'autre part en fonction des attentes des familles. Certaines familles souhaitent une intégration directe dans le tissu local avec un enseignement dans une école canadienne, dans une école anglophone, dans une école aux États-Unis. D'autres souhaitent trouver et maintenir le cursus de l'éducation nationale à travers des établissements homologués. Et nous en avons plusieurs aux États-Unis et au Canada. D'autres, enfin, sont sur une mixité de ces choix vers un enseignement multiculturel, binational. Pour le moment, l'offre éducative qui existe sur le territoire est importante, mais elle n'est pas satisfaisante. Donc si elle n'est pas satisfaisante, qu'est-ce que tu espères changer ? Eh bien, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, il faut réagir vis-à-vis de l'avenir de l'éducation et des réseaux de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger. Nous sommes confrontés à une situation budgétaire très préoccupante qui met en péril notre réseau. Au-delà de ça, un réseau de cette importance et de cette taille est constitué d'enseignants qui sont détachés par l'éducation nationale. Or, il semblerait que le gouvernement actuel envisage de modifier les statuts et les conditions pour les enseignants qui partent dans le réseau dans le monde, ce qui pourrait mettre en péril la survie de ces établissements. Enfin, je crois et je suis convaincu qu'il est important de travailler avec le système local, le système éducatif aux États-Unis, dans chaque État, par des coopérations au niveau de l'État et des villes de ce grand pays. Justement, à ce sujet, est-ce que tu as des exemples concrets de solutions que tu as déjà mises en œuvre localement ? Alors j'ai eu l'occasion déjà de monter 2 établissements scolaires, un établissement privé pour répondre à une demande très spécifique et surtout pour des petites classes, dans lequel j'ai pris une part très active dans la création et dans le lancement de cette école qui s'appelle École bilingue de Nouvelle-Orléans. Une deuxième école qui répondait beaucoup plus à une perspective sur le long terme et d'essayer d'arriver jusqu'à une option de baccalauréat international, option baccalauréat international, dit bac de Genève, avec une charter school, avec l'État de Louisiane. Nous avons travaillé et cette école montée existe maintenant depuis 9 ans. Et enfin, un troisième exemple qui est en cours de réalisation, c'est un partenariat public-privé avec l'implication de la mission laïque française, de l'État français, d'une entreprise française et de l'État et du gouverneur de l'Arkansas, avec lequel j'ai eu plusieurs entretiens pour essayer de répondre à une demande d'une grande multinationale française qui souhaite scolariser les enfants de ces expatriés avec une possibilité de maintenir
un certain niveau de français au sein de cet établissement. C'est dans le cadre des programmes Flamme? Et alors effectivement, dans le cas des programmes Flamme, on a pu monter un programme Flamme et j'étais à l'initiative du programme Flamme à Houston, qui aujourd'hui remporte un très grand succès grâce à une équipe extrêmement dynamique, 7 sites, près de plus de 100 enfants. Et puis nous avons également le programme Flamme à Dallas, que je soutiens depuis plusieurs années également, et qui va connaître probablement dès septembre 2013 un essor important avec la création de nouvelles écoles internationales sur la ville de la métroplex de Dallas. Et enfin à Austin, une bonne nouvelle, le programme de Flamme démarre et donc je les soutiens bien sûr et je les ai conseillés à plusieurs reprises pour les aider dans cette démarche qui est très importante et répond à une véritable demande et attente des familles françaises. Il existe une autre option pour accéder à l'éducation, c'est à distance. Qu'est-ce que tu penses du CNED? Le CNED, tel qu'il est aujourd'hui, d'un point de vue vraiment personnel, me semble un peu poussiéreux. On est à l'âge de nouvelles technologies, d'échanges, d'interactivité, et donc je pense qu'il y aurait des progrès à faire de ce côté-là. Cela étant, le CNED en individuel pour une famille, c'est vraiment un challenge considérable et toute la famille doit subir ces épreuves du CNED tous les soirs et au quotidien. Je crois que le CNED, par contre, a un avenir et a des possibilités en donnant un exemple très concret à Dallas. L'école de Dallas International School offre, dans le cadre de l'établissement, avec le soutien CNED, mais avec le soutien d'enseignants français, dans le cadre de cours et d'une classe, le programme de seconde, première et terminale, et ça se passe très bien, puisqu'ils ont des taux de succès au bac remarquables. Autre sujet, est-ce que les Français du Canada ont des problèmes spécifiques au Canada? Oui, ils ont une base de problèmes qui sont un peu similaires, à savoir sur le domaine des bourses, mais les systèmes éducatifs au Québec et dans l'Ontario, par exemple, ne sont pas les mêmes. À Québec, les établissements privés bénéficient d'une subvention importante, et ce qui permet d'avoir accès à l'école à des prix plus raisonnables qu'aux États-Unis. Cela étant, à plus de 5 000 $ par an et par enfant, pour certaines familles, c'est un sacrifice et un engagement financier important. Les bourses doivent être maintenues, doivent être adaptées également à la situation des Français, de nos compatriotes à Québec. Au-delà de ça, on s'aperçoit qu'il y a sur Montréal, par exemple, des listes d'attente extrêmement importantes en raison d'une forte population française, un manque de place, un manque de disponibilité, ce qui signifie des engagements financiers, un investissement pour élargir le lycée Stanislas. Quant à nos compatriotes qui sont sur Québec et la ville de Québec, il y a en ce moment une grande préoccupation par rapport à l'absence de classes de lycée. Nous travaillons, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le principal de Stanislas et avec l'ambassadeur, nous travaillons sur éventuellement une ouverture et une coopération possible avec un autre établissement pour offrir une éducation française en classe de lycée à Québec. Par contre, bien sûr, en Ontario, dans un environnement anglophone, à Ottawa, le lycée Claudel a plusieurs challenges, mais c'est un établissement qui marche remarquablement bien, qui accueille plus de 50 nationalités différentes et qui, pour le moment, n'est pas préoccupé par une surcharge. A priori, il arrive à satisfaire l'ensemble des demandes de nos compatriotes sur cette ville. Très bien. Comment l'enseignement bilingue, si on retourne aux États-Unis, comment est-il perçu aux États-Unis? Il y a eu une évolution depuis une dizaine d'années. On s'en rend compte à travers les communiqués de presse, à travers un certain nombre d'articles de fond sur ce sujet. Le bilinguisme pour les Américains, ce n'est pas significatif seulement du français-anglais. Ça peut être français-espagnol, anglais-espagnol, anglais-chinois, anglais-allemand. Mais ils se sont rendus compte, et la France a joué un rôle très important à ce sujet et sur ce point-là, en expliquant et en démontrant l'importance pour le développement de l'enfant et pour le succès de l'enfant du bilinguisme et des programmes bilingues. On s'aperçoit en effet que les taux de réussite aux examens sont supérieurs de l'ordre de 30% pour des élèves et des enfants qui suivent un cursus bilingue. Donc il y a un accueil
de leur part, une demande aujourd'hui pour plus de bilinguisme, pour plus de programmes bilingues. À nous, Français, à nous, la France, de nous investir et de prendre notre place pour ne pas laisser le terrain aux Chinois et aux Espagnols exclusivement. Effectivement, ce serait dommage de ne pas saisir l'opportunité. Tu nous as dit, tu nous as parlé du baccalauréat à un moment. Il y a 4 baccalauréats. Oui, en fait, il y a effectivement 4 baccalauréats que l'on pourrait appeler 4 bacs. Un est le fameux International Baccalaureate Organization, ou dit bac de Genève, qui a une très très bonne reconnaissance ici sur le territoire américain, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, auprès des universités. Et puis nous avons les bacs français. Et les bacs français, le problème, à mon avis, aujourd'hui, est un manque de lisibilité. Nous en avons plusieurs. Nous avons le bac français classique, nous avons le bac français option internationale, et nous avons maintenant, depuis 3 ans, le bac franco-américain. Je crois qu'on aurait intérêt à gagner en visibilité, en crédibilité, en essayant de concentrer ces bacs pour pouvoir avoir une meilleure approche auprès des universités américaines et d'Amérique du Nord. Comment vois-tu le futur de l'enseignement français à l'étranger? Le futur institutionnel et officiel me préoccupe pour des raisons budgétaires. Les changements de politique de l'agence en ce moment, les modifications des statuts des enseignants, l'augmentation des prix et des coûts de scolarité, la baisse des bourses, de l'enveloppe des bourses, qui malheureusement va nous affecter dès cette année, me préoccupe par rapport à la population française et aux attentes de la population française dans les établissements homologués. Par contre, je reste optimiste, et je veux être optimiste, parce qu'il y a beaucoup de pistes que nous n'avons pas creusées ou que nous n'avons pas exploitées à fond aujourd'hui, justement sur ces rapprochements avec les États et avec les villes, justement sur ces projets d'écoles bilingues, qu'elles soient privées ou publiques, sur le développement et la mise en place de ces réseaux flammes qui aujourd'hui connaissent un succès franc et massif aux États-Unis et dans le reste du monde. Il est important de le signaler, c'est un programme qui fonctionne dans le reste du monde également. Donc je veux être optimiste parce que je pense qu'il y a des solutions très concrètes, très pragmatiques, qui permettent de s'adapter aussi au tissu local, à une connaissance locale. Une famille qui se trouve dans l'Iowa n'a pas forcément les mêmes préoccupations quant au niveau, au degré de français et à ce qu'ils recherchent et attendent de la part de l'enseignement du français qu'une famille expatriée dans le cadre d'un contrat dans le secteur énergétique à Houston ou le secteur financier à New York et qui sont là pour 2 ou 3 ans. Et donc, pour conclure, en matière d'enseignement, quelles seront tes priorités une fois élu? Les priorités, il y en aurait plusieurs, mais s'il faut citer les plus importantes et les plus urgentes, je crois que la première consiste à travailler à Paris directement avec le gouvernement pour permettre de remettre un calendrier des bourses adapté au rythme scolaire américain. Aujourd'hui, nous allons donner les résultats des commissions des bourses le 15 juillet. Quand on sait que les inscriptions se font au mois de mars, c'est totalement irrespectueux pour les familles et ça met tout le monde dans une situation extrêmement délicate. Je crois là-dessus avoir interpellé la ministre des Français de l'étranger et elle a compris le problème. Normalement, on devrait pouvoir arriver à obtenir gain de cause sur ce point. Le deuxième point, c'est la quotité, le calcul des bourses. L'indice Mercer est totalement inadapté pour notre pays et les histoires de patrimoine deviennent ridicules lorsque l'on parle d'un patrimoine de 200 000 euros pour un patrimoine immobilier. À New York, ça n'est pas la même chose que en Géorgie ou qu'en Californie du Nord et dans l'État de Washington. Donc je crois qu'il faut une régionalisation dans le calcul des bourses. Enfin, ma deuxième priorité, qui elle est importante, elle est même prioritaire pour moi, c'est le travail sur le terrain. C'est les contacts avec les administrations, les attachés culturels, avec l'ambassade et les services de l'ambassade pour organiser une véritable stratégie d'approche de tous les ministres de l'éducation, de tous les 52 États des États-Unis, de tous les 50 États des États-Unis, pour pouvoir mettre en place un dispositif avec le soutien politique local, sans lequel on ne pourra pas y arriver, une offre éducative
dans du public américain ou en coopération avec des entreprises et des partenariats privés. Damien, Stéphanie, merci infiniment. On a forcément survolé le problème qui est un problème fondamental pour les Français installés en Amérique du Nord. Je les invite à retrouver le programme plus détaillé sur le site de la campagne de Damien à www.damienregnard2013 en un mot.com, site sur lequel ils auront en outre la possibilité de poser des questions directement à Damien, auxquelles nous essaierons de répondre dans les plus brefs délais. Merci encore à tous les deux et nous nous retrouverons pour d'autres sujets tels que la fiscalité très rapidement. Merci.